Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir dans quelles conditions on peut jouer avec un Ryzen 8700G avec sa partie graphique intégrée. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors pour cette vidéo, je vais pas vraiment m'intéresser aux performances du processeur lui-même, mais quasiment uniquement à sa partie graphique intégrée, puisque c'est la seule chose vraiment intéressante au sujet du 8700G à mon goût. Donc si c'est un test classique qui vous intéresse, je vous invite à aller voir le très bon test du site français Hardware & Co. Et je leur fais d'ailleurs un petit coucou. Très bon test de leur part, comme d'habitude, pour ce processeur, et je mettrai le lien vers celui-ci dans la description de la vidéo. Mais bon, dans les grandes lignes en applicatif, le 8700G se situe grosso modo 10% en dessous d'un 7700X, et en gaming, par contre, c'est un bon 30% de moins par rapport à un Ryzen 7000 classique, puisque le 8700G se retrouve plus autour des performances d'un Ryzen 5600X de génération précédente que d'un Ryzen 7000. Et là, vous vous demandez peut-être, pourquoi ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré un nom qui laisse supposer que les Ryzen 8000 seraient des processeurs de nouvelle génération et donc plus performants que les Ryzen 7000, c'est pas le cas. Les Ryzen 8000G sont de même génération que les Ryzen 7000, à savoir du Zen 4, mais ce sont des puces différentes, tout comme dans une gamme de cartes graphiques par exemple, on peut être sur une même architecture, mais entre une 4090 et une 4060, on n'a pas les mêmes performances, ce sont des déclinaisons et des puces différentes. Et pour les Ryzen 8000, on est sur la déclinaison Phoenix de Zen 4, qui sont des puces plus orientées pour les PC portables que les Ryzen 7000 pour PC de bureau. Les grosses différences se jouent sur le fait que les Ryzen 7000 sont des processeurs sur base de chiplets. Les chiplets, pour rappel, c'est grosso modo un processeur éclaté en plusieurs petites puces qui sont posées sur une base, un fabrique, qui permet aux différentes puces de communiquer entre elles. Là où les Ryzen 8000G sont des puces monolithiques, gravées en un seul bloc. Alors, il y a des avantages et inconvénients pour les deux approches. Le gain principal en monolithique, c'est une latence plus basse pour communiquer entre les différents cœurs, puisqu'on est sur un seul bloc. Là où avec les chiplets, on est moins efficace, puisqu'il faut parfois passer d'un chiplet à un autre, et aussi par l'IO die, et tous ces mouvements de données entre les différentes parties des chiplets, c'est plus coûteux énergétiquement parlant qu'avec un design monolithique, et ça peut aussi prendre un petit peu plus de temps, donc une latence plus élevée. Pour atténuer ces problèmes, AMD utilise entre autres un gros cache de niveau 3 pour avoir moins besoin de communiquer avec la RAM system, et c'est justement là une des grosses différences entre les Ryzen 7000 et 8000G. Le cache de niveau 3 est 2 fois plus gros sur un Ryzen 7700 avec 32 Mb, là où on est sur 16 Mb pour le 8700G. Et comme vous le savez déjà peut-être, le cache ça a un rôle très important pour les performances en gaming, puisque la gamme X3D de chez AMD en est là pour preuve. C'est grâce à leur gros cache de niveau 3 empilé au-dessus d'un processeur classique que les processeurs X3D ont de meilleures performances que les Ryzen classiques en jeu. Mais le gros problème du cache, c'est que ça prend beaucoup de place sur une puce, et ça n'est pas utile ou rentable pour toutes les applications d'avoir beaucoup de cache, d'où l'idée du X3D qui est de rajouter un gros bloc de cache par-dessus la puce classique, et au lieu de faire une puce plus large, plus grosse, on fait un étage de plus, ce qui est plutôt malin pour plein de raisons, et au final très efficace pour certaines tâches, comme le gaming. Mais pour les Ryzen 8000, on est sur un design pour PC portable, qui se doit d'être à la fois suffisamment performant et le plus efficace énergétiquement possible, d'où un design monolithique moins énergivore que les chiplets, de petite taille, et donc une quantité de cache moins élevée pour gagner sur la taille de la puce, tout simplement. Ça n'impacte pas trop les performances en applicatif, et pour le gaming, c'est vrai que sur PC portable, on cherche un compromis différent
que les performances maximales comme sur un PC de bureau par exemple. Et un des autres problèmes pour les Ryzen 8000G par rapport aux 7000, c'est le nombre de lignes PCI Express, puisque l'on retrouve seulement 20 lignes PCI Express 4.0 pour les 8600 et 8700G, là où sur les Ryzen 7000 on est sur 28 lignes. Et le souci ici, c'est que du coup avec un Ryzen 8000G, on n'a que 8 lignes PCI Express de disponibles au lieu de 16 pour les Ryzen 7000 si on ajoute un GPU externe. Et c'est encore pire pour les Ryzen 8500 et 8300G qui n'ont que 4 lignes pour la partie graphique, et là ça peut être beaucoup plus problématique, donc faites attention sur ce sujet-là, n'achetez pas de 8500 ou 8300G pour les coupler avec une carte graphique plus tard par exemple, ça pourrait être très limitant avec certains GPU. Mais bon, pour le gaming, le plus gênant très clairement c'est le cache divisé par 2, comme c'était déjà le cas pour les Ryzen 5000G par rapport aux Ryzen 5000 classiques. Et c'est ça qui fait que les Ryzen 8000G sont quasi 30% moins performants que les 7000 en jeu. Tout comme un Ryzen 5500 ou 5600G était plus proche des Ryzen 3000 que des Ryzen 5000 pour le gaming. Donc clairement, j'aurais préféré qu'AMD appelle ces nouveaux processeurs des Ryzen 7000G plutôt que 8000G, car je trouve que c'est vraiment assez trompeur en réalité, et pas très logique, même par rapport à la génération précédente. Alors je sais qu'il y a tout un délire autour de l'intelligence artificielle, même par rapport à ces processeurs-là qui ont un NPU intégré. C'est sûrement pour ça qu'AMD a choisi de les appeler Ryzen 8000, puisque du coup selon eux c'est un processeur plus moderne, mais c'est vrai qu'au niveau des performances brutes, ils sont moins bons que les Ryzen de la génération 7000. Et c'est vrai que du point de vue intelligence artificielle, pour l'instant, alors les NPU c'est très bien, mais c'est vrai qu'au niveau des applications concrètes utilisables à l'heure actuelle, on est proche du zéro pour la plupart des utilisateurs, pour le grand public, c'est encore assez abstrait, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, ça viendra peut-être plus tard. Est-ce que ça en fait un argument massu là, maintenant, tout de suite? Pour moi, non. Peut-être que je me trompe, on verra bien dans le temps. Mais bref, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui avec le 8700G, et ce qui peut faire l'attrait de ces processeurs-là, c'est qu'ils ont une partie graphique intégrée plus performante que la plupart des autres processeurs, puisque dans un Ryzen 8700G, on a une partie graphique Radeon 780M qui est basée sur RDNA 3 avec 12 compute units, soit autant que sur une RX 6400, et d'un pur point de vue performance brute, on doit pas être très loin de celle-ci. Et la 6400 pour rappel, c'est plus ou moins les performances d'une GTX 1650 ou RX 470. Et on avait eu l'occasion de le vérifier à l'époque puisque j'avais testé la 6400 et la 1650 aussi. L'avantage et l'inconvénient qu'a le 780M par rapport à ces cartes-là, c'est qu'il n'a pas de RAM dédiée et va donc devoir passer par la RAM système. C'est avantageux car du coup, il n'y a pas les soucis niveau quantité de VRAM. Qu'ont maintenant les GPU avec 4 Go de VRAM comme la 1650 ou la RX 6400. Par contre, la grande faiblesse de devoir passer par la RAM système, c'est justement la vitesse de la RAM, puisque la DDR5 de nos PC de bureau, même si du point de vue bande passante c'est en nette progression par rapport à la DDR4, on reste beaucoup moins rapide que de la GDDR5 ou 6 d'une carte graphique dédiée, car non seulement c'est plus lent, mais cette bande passante de la DDR5 est aussi utilisée pour le reste du système, en plus des jeux. Et c'est ça qui va toujours être le goulot d'étranglement avec des APU. Tant qu'ils n'ont pas de RAM dédiée, ils n'atteindront jamais les performances des cartes graphiques d'entrée de gamme du moment. Puisque même si on mettait 32 compute units comme sur une RX 7600 par exemple, on serait tellement limité par la RAM système que ça n'aurait probablement aucun sens. Donc c'est aussi pour ça que les APU ont toujours un petit train de retard par rapport aux cartes graphiques d'entrée de gamme de la génération qui les accompagne, on va dire. Sinon, le 8700G en version boîte est sorti le 31 janvier 2024, donc c'est sorti il y a environ 2 semaines, à un tarif de 330$, soit environ 370€ chez nous après conversion et ajout de la TVA, ce qui est quand même relativement cher. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve un Ventirad Res Spire en plus du processeur, ce qui est quand même suffisant pour ce type de processeur. Et c'est un petit peu moins bruyant également qu'un Res Steels qui est fourni avec la plupart des processeurs d'entrée de gamme chez AMD, qui est quand même beaucoup plus petit et qui dissipe du coup moins de chaleur. Donc la bonne nouvelle ici, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'acheter un Ventirad, celui qui est fourni avec pourra faire le boulot. Mais bref, on va aller voir maintenant ce que ça donne en pratique. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait une partie vidéo justement, où on regarde un petit peu comment se comporte la partie graphique du processeur dans les différents jeux, comme j'ai pu le faire pour les revisites sur les GTX 1060 et RX 580 dernièrement. Il y a également des benches classiques après, qu'on observera un petit peu comment ça se comporte en face à face, avec une GTX 1060 par exemple. Du coup, j'ai également fait les tests dans les mêmes jeux qu'avec la GTX 1060 pour pouvoir comparer directement en face à face, et j'ai aussi testé quelques autres jeux que des AAA récents pour voir comment la partie graphique se comporte dans des titres un petit peu plus légers aussi.
Du point de vue driver, alors j'ai refait mes tests avec les drivers bêta d'AMD sortis dernièrement qui corrigent les soucis de stutter dans pas mal de jeux, et j'en avais eu pas mal avec le 8700G avec les drivers de sortie, donc je suis plutôt content que ce nouveau driver soit sorti avant que je sorte la vidéo. J'ai aussi fait les tests à la fois en DDR5 6000 CL30 et en DDR5 7200 CL34 pour voir l'impact de la bande passante sur les performances, tout en sachant qu'à 7200 mégatransfert on est plus synchro avec le fabrique des Ryzen, et donc on perd un petit peu par certains côtés, mais comme la bande passante est probablement plus importante ici, c'est intéressant de le comparer. Par contre, alors j'ai rencontré un souci niveau carte mère pour le 8700G, alors je vous explique, hein, j'utilise depuis un an environ une B650 Gaming X-AX de GB pour mes tests sur plateforme M5, et j'ai pas de souci avec la carte mère elle-même, hein. Elle est très solide, niveau gestion de la RAM, c'était beaucoup mieux que les MSI Asus que j'ai pu tester à l'époque, que ce soit sur les temps de boot ou la stabilité du système, et c'est une carte que j'ai recommandée et qui me donnait pleine satisfaction avec la Ryzen 7000. Du coup, en recevant l'8700G, alors j'avais mis à jour ma carte mère avec le dernier BIOS en date, ce qui était sorti début février, et là rien, pas de boot, ce qui était quand même un petit peu surprenant. Et c'est qu'en fouillant un petit peu plus sur le site de Gigabyte que je me suis rendu compte qu'il y a un souci de compatibilité entre ma carte mère et le 8700G. Pourquoi? J'en sais rien, mais pour les B650 Gaming X-AX de la révision 1 à 1.4, elles sont pas compatibles actuellement avec la Ryzen 8000, là où pour la version 1.5 et la V2 de la carte mère, c'est pas le cas. Et pour la plupart des autres cartes mères de la marque, ça fonctionne aussi, même s'il me semble avoir vu un autre modèle où il y avait le même souci que pour ma carte mère à moi. Alors du coup, j'ai été obligé d'acheter une autre carte mère pour faire mes tests. Je me suis reporté sur une ASRock B650 PG Lightning, puisque j'avais pas eu l'occasion de tester d'ASRock en M5 jusqu'ici, et aucun souci avec celle-ci pour le 8700G. ASRock avait d'ailleurs mis à jour le BIOS pour les histoires de STAP avec les Ryzen 8000. Elle est plutôt bien fournie en connectique, le tarif est également plutôt correct. Par certains côtés, elle est plus sympa que la carte mère de Gigabyte, par contre elle est un petit peu moins sympa esthétiquement parlant à mon goût. Mais bon, moi ce qui m'inquiète ici, c'est de voir qu'une carte mère M5 ne reçoit pas de support pour des nouveaux processeurs, puisque ce qui a été mis en avant par AMD pour la M5, c'est justement la compatibilité à long terme avec les futurs processeurs de la marque. Or ici, c'est pas le cas. Alors ok, pour les Ryzen 8000, c'est probablement pas dramatique, même si je trouve que c'est pas normal du tout, mais pour les futurs Ryzen 9000 en Zen 5, est-ce que là aussi, il y aura le même problème pour ces séries de cartes mères là? Aucune idée, aucune info, et ça serait beaucoup plus problématique. Alors j'ai tenté de contacter Gigabyte US, pas de réponse, donc je peux pas dire grand chose de plus sur ce sujet actuellement, mais je trouve ça inquiétant pour la suite quand même, donc carton rouge pour le moment pour Gigabyte, j'espère pouvoir avoir plus d'informations sur le sujet, puisque bon, cette carte mère je l'ai recommandée à pas mal de monde, et je suis sûr que plusieurs d'entre vous, peut-être même aussi, ont des révisions 1 à 1.4 aussi, donc honnêtement, ça me ferait chier que les futurs processeurs ne soient pas compatibles avec cette référence-là, qui est vraiment plutôt sympa en dehors de ça. Donc, affaire à suivre sur le sujet. Mais bref, allons voir les performances du 8700G et de sa partie graphique en jeu. Comme d'habitude, le protocole et tout ça, c'est dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Bon alors comme d'habitude, on va commencer avec Cyberpunk 2077. Ici, on est en 1080p, détail bas, sans upscaling. Je regarde ce moniteur là puisque j'ai pas de câble HDMI assez long pour brancher sur cette carte de capture là. Et j'ai qu'une sortie ici avec cette carte mère, donc faut faire avec. Mais bref. Au niveau des performances, eh bien, on voit qu'on tourne en dessous des 40 FPS la plupart du temps, ce qui est plus ou moins ce qu'on avait aussi avec les GTX 1060 et RX 570 il me semble. Bon, on peut noter également qu'au niveau du frame time et du framerate, quand on regarde les deux barres, c'est pas stable du tout. Ça c'est un problème que peut avoir l'APU, c'est que comme il n'a pas de mémoire dédiée, comme il doit faire appel à la RAM system, c'est pas toujours le plus opti. Selon les jeux aussi, il y a des jeux qui seront plus sensibles à ça que d'autres. Sur Cyberpunk, c'est un de ces jeux où ça peut avoir un impact. Donc bon, rien d'hyper surprenant, c'est jouable. Après, est-ce que ce sont des conditions incroyables ou très bonnes? Pas spécialement. C'est vrai que quand on voit la tête du frame time, ça donne pas spécialement envie. Ça donne une expérience assez hachurée au niveau de ce qu'on voit à l'écran, ce qui est pas incroyable. Après bon, on peut faire avec. On peut essayer d'activer le FSR pour voir ce que ça donne. Alors avec le FSR en mode quality, on tourne maintenant aux alentours des 50 FPS, donc c'est un petit peu plus fluide. Par contre on voit qu'au niveau de la stabilité des FPS, on a toujours ces petits ralentissements, mais c'est un petit peu moins prononcé qu'en natif. Ce qui veut dire que, logiquement, comme on a baissé la résolution de base puisqu'on fait de l'upscaling à partir du 720p, tout ce qui est mémoire est un petit peu moins sollicité. Du coup, ça se passe mieux pour le 8700G.
on a de meilleures performances et elles sont un petit peu plus stables. Donc à choisir, je préfère jouer comme ça qu'en 1080p natif. Puisque déjà, je pense que si on met un cap à 30 fps par exemple, la plupart du temps on va le maintenir. Et c'est un petit peu plus stable, donc ça me paraît un petit peu mieux. On va peut-être essayer le mode Steam Deck, puisque Cyberpunk en a un, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a un mode Steam Deck dans les options. Par contre, ça met le FSR en mode équilibré, ce qui en 1080p est franchement pas terrible. Donc on va le repasser en mode Quality, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, au niveau des performances, ça semble être assez proche de ce qu'on avait en détail bas avec Upscaling. Au niveau de la stabilité des FPS, ça a l'air assez comparable, même si c'est peut-être un petit peu moins bien qu'en détail bas. Donc peut-être qu'il y a certains settings qui demandent un petit peu plus de boulot à la VRAM, enfin à la RAM system ici du coup, puisqu'il faut pas oublier non plus que le Steam Deck par exemple a de la RAM system beaucoup plus rapide que ce qu'on a ici avec un PC classique. Et ça a un impact. Donc c'est vrai qu'il y a par certains côtés, le Steam Deck parfois pourrait peut-être même avoir de meilleures performances que le 8700G. C'est assez paradoxal. Donc bon. Alors après c'est jouable, hein, là, c'est clairement pas les conditions les meilleures hein, pour jouer à Cyberpunk, mais on peut jouer avec un APU. Ce qui est le principal. Après, est-ce que ça vaut le coup? Ça c'est une autre histoire. Bon alors on est ici maintenant sur Baldur's Gate 3, comme vous pouvez le voir, alors ça a fini de charger, mais en fait ça n'a pas fini de charger. Et c'était même pire que ça il y a encore quelques secondes. Donc des petits problèmes avec Baldur's Gate 3 et 8700G, enfin j'en ai rencontré plusieurs. Alors c'est peut-être aussi les drivers, hein, puisque déjà de base là c'est les drivers bêta qui améliorent les performances même du 8700G dans pas mal de jeux. J'ai moins de stutter qu'avec les drivers qui étaient sortis avec le 8700G et la 7600 XT. Donc là ce sont des drivers bêta. Sur Baldur's Gate 3 en DirectX 11 j'ai des plantages avec Baldur's Gate 3, alors j'avais réussi à faire mes tests avant que j'ai des soucis de plantage. Là je suis passé avec le render Vulkan, ça fonctionne, ça plante pas, mais il y a d'autres problèmes comme au niveau des chargements ici où clairement tout n'est pas chargé. Même au niveau des animations et tout ça, il y a des petits problèmes. Au niveau des performances, ici du coup c'est pas hyper représentatif puisque tout n'est pas chargé, mais dans les grandes lignes, on tourne quand même souvent en dessous des 40 fps. Ce qu'on peut noter aussi dans la majorité des jeux, c'est que comme on voit les fréquences ici du 8700G, avec les différents corps, on voit que ça peut varier énormément. Donc il y a aussi pas mal de jeux où les fréquences vont descendre même en dessous des 3 GHz, ce qui veut dire tout simplement qu'on attend la partie graphique la plupart du temps, le processeur est bottleneck par la partie graphique du processeur, si on peut dire ça comme ça. Donc avec un GPU plus rapide, on aurait moins ce problème. Sinon en général pour Baldur's Gate 3, c'est jouable. C'est pas idéal, comme on le voit ici, hein, on tourne aux alentours des 40 fps. Quand tout est chargé, on est même plus aux alentours des 30-35. Et en plus, en détail bas, c'est pas spécialement joli. Il y a quand même pas mal de jeux où il y a une belle différence, je dirais, au niveau graphique, entre les détails bas et les détails médium. Baldur's Gate 3 en fait partie. C'est quand même beaucoup plus joli en médium qu'en bas. Après, bon, on peut faire avec. Donc bref, pour Baldur's Gate 3, même s'il n'y avait pas de bug comme on en a ici, c'est jouable. Pas idéal, mais c'est jouable. On peut encore rajouter du FSR, ça passe. Pas idéal, mais ça passe. Après, c'est vrai qu'au niveau des performances, on reste très proche de ce qu'on avait déjà vu avec des GTX 1060 ou RX 580. Et on avait déjà eu des problèmes de driver avec la RX 580 aussi sur ce jeu-là. Donc bon, assez similaire ici dans le comportement. Alors, autre jeu qui est assez intéressant à observer avec le 8700G, c'est Ratchet & Clank Rift Apart. Puisque c'est un jeu, on le sait, qui est très très demandeur au niveau bande passante mémoire, au niveau sous-système mémoire, même avec les cartes graphiques, puisqu'on a déjà pu observer à plusieurs reprises que les cartes graphiques les plus faibles, donc qui ont des bus mémoire 128 bits avec uniquement 8 lignes PCI Express et ce genre de trucs, donc comme les RX 6600, 7600, les 4060, 4060 Ti, peuvent être en difficulté sur ce titre-là à certains moments. Tout simplement parce que comme le jeu en plus utilise Direct Storage, il matraque pas mal tout ce qui est RAM. Donc au niveau des performances, ici on est en 1080p détail bas, comme on peut l'observer, on tourne aux alentours des 30 fps, ce qui n'est pas très élevé, mais c'est jouable. En plus de ça, le jeu, par exemple pour le FSR, je suis pas très fan du rendu, donc je suis pas spécialement chaud pour dire de l'activer, mais si on n'a pas le choix, je dirais faudra bien l'activer, puisque là c'est vrai que 30 fps, pas très stable, c'est pas ce qui se fait de mieux.
C'est aussi un jeu où j'ai testé avec le 6000 mégatransfert et 7200 mégatransfert au niveau de la VRAM, au niveau de la RAM système du coup. Et on a quand même un gros gain de performance avec les 7200 mégatransfert, ce qui prouve hein, que le jeu est très très gourmand côté, bon, passante mémoire, mais ça on le savait déjà. Donc, c'est jouable, hein, mais là, clairement, 30 FPS, on a un petit peu limite, je trouve, au niveau des perfs. Alors on va activer le FSR, mais ce qui me gêne avec le FSR sur ce jeu-là, c'est que ça donne au jeu un aspect vraiment hyper granuleux. Donc à choisir, on va peut-être essayer l'upscaling du jeu lui-même, ça rend peut-être mieux. Alors, avec le FSR, on passe du coup aux 40 FPS environ. J'aime pas du tout l'aspect graphique. Il y a des jeux où le FSR me dérange pas plus que ça, mais sur ce jeu-là, ça me dérange vraiment. Alors après, si pour vous ça passe, tant mieux, hein, mais moi j'aime pas du tout. C'est hyper pixelisé, on a vraiment l'impression que c'est over-sharpen, c'est dégueulasse. Je vais essayer avec l'upscaler d'Insomniac, le IGTI. Qu'est-ce que ça donne? Ah, je préfère ce rendu-là. C'est un peu plus soft. Il n'y a plus cet effet pixelisé très désagréable. Au niveau des performances, ça a l'air assez proche en plus, donc à choisir, autant utiliser ça. Ouais, c'est une alternative intéressante du coup pour ce jeu-là. Bon, du coup comme ça, je pense qu'on peut s'en sortir hein, avec du 30. Enfin là, on a du 40 FPS. C'est quand même mieux. Je pense que même si on met un cap à 35 FPS par exemple, ça va être plus agréable. Bon. Certes, on tient pas vraiment le 1080p natif. Là, avec l'upscaler du jeu, ça m'a l'air plutôt correct. On peut faire avec. Alors, on est maintenant sur Hogwarts Legacy, toujours en 1080p détail bas. Alors, on voit qu'ici, on tourne aux alentours des 45 FPS. A noter aussi hein, qu'Hogwarts Legacy, tout comme Assassin's Creed Mirage, ben, c'était des jeux, j'irais récents, où même les plus petites cartes graphiques sont sorties plutôt pas mal. Puisqu'il me semble hein, que la GTX 1060 sur ce titre-là, je pense qu'en détail bas, on tournait aux alentours des 60 FPS. Donc ici, on est un petit peu derrière, je pense, mais on doit pas être très loin. Malgré tout, bah, on est en détail bas, sans upscaling, et on voit qu'on n'atteint pas les 60 FPS. Et on voit qu'on descend même quand même souvent dans les 30, 40. Donc ici encore, hein, les performances, en plus on le voit. Si on regarde la barre du frame time, c'est pas super stable. Ici encore, hein, on peut jouer comme ça. C'est pas major... enfin, c'est pas méga problématique. Bon là on a eu un petit stutter. On peut faire avec. Après le jeu est pas trop moche en détail bas. On peut s'en sortir, on va dire. On va essayer d'activer le FSR, parce que sur ce jeu-là, le FSR s'en sortait pas trop mal hein, de mémoire. En 720p même, ça passait, quoi, on va dire. C'était pas incroyable, mais on va dire que ça pouvait permettre d'avoir des performances un peu meilleures. Et le coût au niveau visuel était pas non plus démentiel. Ouais, donc là, on voit qu'on passe aux alentours des 80, 90. Bon, ici encore à choisir, je préfère jouer comme ça qu'en natif. Après, ça dépend énormément des jeux. Il y a des jeux où le FSR rend vraiment pas bien. Là, ici, ça passe. Pour moi, c'est OK tiers. Pour un APU, bien évidemment. Des cartes graphiques plus puissantes, on sera beaucoup plus exigeant. Ici, tout à l'heure, on était aux alentours des 30 FPS. Donc, est-ce que ça se passe un petit peu mieux? Bon, il y a toujours des petites chutes de FPS. Là, on a eu un petit stutter. 60. Bon, c'est quand même plus stable hein, dans l'ensemble. Après, à mon avis, je pense qu'avec avec le 8700G, ça doit être plus intéressant de caper les FPS la plupart du temps, selon les jeux, aux alentours des 40. Et ça doit être plus stable dans l'ensemble que de laisser les FPS libres. Hein. Donc c'est peut-être pas idéal non plus de laisser ça comme ça, uncap, avec ce type de matos. Bon alors on se retrouve ici sur The Last of Us Part 1, on est en détail bas en 1080p, sans upscaling. Bon, ce jeu-là est quand même très gourmand, ça on le sait. Avec les plus petites cartes, bon, on tourne aux alentours des 40 FPS aussi, hein, de mémoire. Donc, ça me semble assez proche de ce que proposait la GTX 1060 ou la RX 580.
Ici encore, hein, je pense que le mieux, ce serait d'utiliser le FSR. Sur ce jeu-là, ça rendait pas trop mal. Et on voit qu'au niveau de la stabilité des FPS, c'est pas trop mal non plus, comparé à certains autres titres où ça fluctuait beaucoup plus que c'est, où on avait des stutters. Ici, ça se passe un petit peu mieux. Donc là, on a activé le FSR en mode quality. Alors, on le voit surtout sur l'eau, hein, au niveau des reflets. Ce qu'il en reste, c'est pas incroyable. La végétation, ça peut être un petit peu moins stable aussi. Au niveau des performances, on est maintenant dans les 40. On doit parfois passer aux alentours des 60, je pense. Mais je pense qu'on est... On va dire qu'on tourne plus aux alentours des 45-50 que des 30-35 comme tout à l'heure. Est-ce que c'est plus agréable? Bon, bah chacun fera comme il le sent. Personnellement, je viserais peut-être plus les 40 avec un cap de FPS ici, encore une fois. Pour dire d'avoir un truc assez stable. Bon, c'est jouable, hein. C'est jouable. C'est le principal, mais c'est vrai qu'on est encore une fois limité du détail bas, voire avec de l'upscaling. Alors on est maintenant sur Lords of the Fallen, c'est un jeu Unreal Engine 5 qui est très gourmand, même si ce qui affiche à l'écran est pas forcément toujours incroyable. Comme d'habitude, on est en 1080p détail bas, et on voit qu'on tourne aux alentours des 30 FPS. Ce qui est plus ou moins ce qu'on avait avec la 1060, et il me semble qu'avec la RX 580, ça se lançait même pas. Il y avait un problème avec les drivers, je pense pas que ça a été réglé, j'ai pas retesté. Bon. Il y a des petits stutters. Bon, alors après, tout en sachant qu'avec le Unreal Engine, on a régulièrement des stutters. Là, ça a plus l'air d'un traverseur stutter qu'autre chose. Bon, ça fluctue quand même pas mal. On est passé du 40 à peu près ici à 30 en intérieur. Et on est passé sous les 30 ici. Alors le jeu, hein, scale beaucoup avec l'upscaling. On va activer le FSR pour voir. Parce que là, je pense qu'on est un petit peu trop près des 30 pour que ce soit agréable constamment, on va dire. Quand on active le FSR, on passe aux alentours des 80-90. Ce qui est quand même beaucoup mieux. On a toujours des petits stutters, ou des gros stutters aussi de temps en temps. Alors après, le FSR sur le titre dégrade beaucoup la qualité d'image. Là, on voit que ça scintille énormément, hein, par exemple sur les éléments du décor, là. Mais on va dire que quand on n'a pas le choix, comme c'est le cas ici, comme c'est un jeu quand même assez exigeant, vu que c'est un Souls-like, on n'a pas envie d'avoir des chutes en dessous des 30 FPS au moment où c'est le plus important, je dirais. Donc ouais, là à choisir, autant mettre le FSR. Par curiosité, je l'ai mis en medium pour voir un petit peu ce que ça donne. Qu'on voit, hein, c'est un petit peu plus sympathique au niveau du rendu. Au niveau du brouillard et tout ça, c'est un peu plus sympa. Au niveau des éclairages, par contre, du coup, on voit un petit peu plus aussi les artefacts du FSR. De ce qui se passe autour du personnage, par exemple. J'ai envie de dire peut-être Medium, hein, Medium FSR. Parce que je pense que Medium natif, ça doit être assez catastrophique. Il y a quand même pas mal de stutter. Hein. Si on met en natif, qu'est-ce que ça donne? Ouais, là, c'est vraiment pas ouf. Parce que là, c'est pas du tout stable, on est aux alentours des 30 et je pense qu'on doit avoir des chutes en dessous des 30 la plupart du temps. Comme on le voit ici, on tourne autour des 25. Donc on voit que là, en détail médium, ça passe pas du tout en natif. Hein. Il faudra obligatoirement utiliser le FSR ou baisser les détails. À choisir, j'utiliserai probablement le FSR en médium. Bon, jouable, mais avec pas mal de concessions, et avec des stutters. Alors on est maintenant sur Fortnite en mode compétitif, donc c'est un mode de rendu en DirectX 11 avec tous les détails au minimum, c'est vraiment le plus bas que l'on peut avoir au niveau de ce qui est affiché. Comme on peut le voir ici, on tourne aux alentours des 160 FPS, ce qui est plutôt correct, mais il faut quand même descendre tous les détails au maximum pour y arriver. Alors je pense qu'avec une 1060 et le même processeur, on doit avoir plus de performance que ça malgré tout, puisqu'ici ce qui va plus limiter, je pense que c'est la partie graphique elle-même plus que le processeur. Puisque même si le 8700G est moins bon qu'un 7700X par exemple, je pense qu'on peut quand même avoir plus de performance que ça avec une meilleure carte graphique. Donc
Bon, je pense que si on veut jouer à des jeux compétitifs, si on cap à 60 FPS par exemple, le 1700G doit y arriver. Est-ce que ce sont les meilleures conditions possibles pour du jeu compétitif? Bon, clairement non, mais on doit pouvoir jouer quand même. Donc si on veut jouer à du jeu compétitif sans être hyper compétitif ou sans avoir les meilleures conditions possibles, ça peut se faire. Encore une fois, tout dépend des objectifs. Donc c'est jouable, largement jouable. Après, c'est vrai qu'au niveau de ce qui est affiché à l'écran, c'est moche, mais c'est aussi un des modes d'affichage où on a le plus de visibilité, donc bon, tout dépend de ce qu'on veut faire, hein. Mais bon, c'est utilisable, clairement, ici ça passe. Alors on passe maintenant sur Assassin's Creed Mirage. Alors Assassin's Creed Mirage, hein, c'est un jeu relativement léger, puisque c'est un jeu cross-gen. Même s'il est sorti fin 2023, c'est toujours un jeu qui est sorti aussi sur PS4 et Xbox One. Donc c'est aussi un des jeux les plus légers, je dirais, du panel des jeux de 2023. Donc là on voit qu'on tourne de base aux alentours des 60 FPS, ce qui est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. Il me semble qu'avec les GTX 1060 et tout ça, on tournait aussi aux alentours de ce niveau de performance là. Donc c'est correct, mais malgré tout, on maintient pas les 60 FPS constants. Donc, est-ce que c'est bien? Bah c'est jouable, hein, mais est-ce que ce sont de bonnes performances? Bon, clairement, on a vu mieux. Mais c'est jouable, mais je pense quand même que malgré tout, si on veut avoir du 60 FPS constant, c'est peut-être un petit peu mieux de laisser activer le FSR, par exemple, qui devrait permettre de s'en sortir avec du 60 FPS constant. Bon alors on retrouve ensuite Diablo 4, toujours en détail bas, en 1080p. Détails bas qui sont quand même assez moches, on peut le dire. Sur ce jeu-là, ça rend pas très bien. La qualité des textures est vraiment pas incroyable, hein. Et ça se ressent clairement à l'affichage. Et on voit qu'au niveau des performances, c'est pas terrible, hein. 50 FPS, 60 de temps en temps, c'est quand même assez bas. Alors celui-là, je l'avais pas testé avec les 1060 et RX 580 et tout ça, mais je présume qu'elle s'en sort peut-être un petit peu mieux. Là, ça me paraît vraiment plutôt faiblard, hein. Si on active le FSR, est-ce qu'on gagne en performance? Probablement QI. Mode quality. Après, c'est le genre de jeu où je pense que le FSR s'en sort pas mal. Ouais, là, du coup, on est passé dans les 100 FPS, quand même mieux. Bon, alors évidemment, tout dépend ce qu'on vise. Mais c'est comme d'habitude, quand on est borderline autour des 60 FPS, on n'a pas vraiment les 60 FPS constants, en fait. Donc si on met un cap à 60, quand on va passer en dessous, ça va se ressentir. Là, quand on active le FSR, vu qu'on tourne aux alentours des 100 FPS, quand on aura des chutes, du coup elles se ressentent moins, et on peut maintenir un 60 FPS constant. Du coup, est-ce qu'on peut pousser les détails en médium? Soyons fous. Parce que c'est vrai que les détails bas sont vraiment pas terribles, hein. Détail médium. Ça tout saute. C'est reparti. 70, 80. Ouais, bon, je pense qu'à choisir, c'est peut-être mieux de jouer comme ça, en mode médium avec FSR. Parce que là, je pense que si on désactive le FSR, on se retrouve probablement aux alentours des 40 FPS. Donc à choisir, je préfère mettre les détails médium, c'est quand même plus propre, plutôt que de rester en natif en bas. À choisir entre les deux. Sur ce jeu-là, c'est le genre de compromis un petit peu plus intéressant pour le 8700G. Bon alors pour World of Warcraft, on est en 1080p, détail 5 dans le jeu, donc c'est du médium on va dire. On n'est pas sur la dernière extension, il me semble que c'est l'avant-avant-dernière ici. Au niveau des performances, bon bah, un joli stutter. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça a planté. Bah super. Bon, on va voir, alors j'avais jamais vu ça sur WoW. Mais j'avais entendu dire qu'il y avait des problèmes sur World of Warcraft avec les Radeon dernièrement avec les drivers, donc c'est peut-être ça qui se passe ici. Sinon au niveau des performances, on voyait qu'on était aux alentours des 100 et des brouettes, ce qui est très correct, hein, ça passe. Même si peut-être qu'en raid, ça le fait pas trop. Donc à voir.
Hop, comment on se rapproche du sommet. La performance augmente un petit peu. Bon, c'est utilisable, hein, très clairement. Après avoir les chutes de FPS en raid, malheureusement ça je peux pas le tester. En plus il y a un côté très aléatoire, donc les tests dans les MMO c'est toujours un petit peu compliqué. Après je pense que sur WoW classique par exemple ça doit se passer beaucoup mieux, hein. On doit avoir beaucoup plus de performance vu que c'est quand même beaucoup moins gourmand dans l'ensemble aussi. Donc bon, on va dire qu'on a vu mieux. Mais c'est utilisable, hein. On va dire que, encore une fois, si on met un cap à 60 FPS, pour les jeux un petit peu moins gourmands que les AAA, ça doit passer. Donc c'est potable, c'est utilisable. Alors on passe maintenant du côté des benches en graphique au niveau des performances. Alors ici j'ai comparé le 8700G avec de la DDR5 6000 C30 contre de la DDR5 7200 C34. Et comme on peut le voir, il y a un certain titre où on a quand même un joli gain de performance. Si on regarde par exemple ce qui se passe sur Ratchet & Clank Rift Apart, eh bien on passe de 33 à 40 FPS de moyenne, mais ça on sait que c'est un jeu qui est très dépendant de la bande passante mémoire, on avait déjà pu l'observer, avec des cartes graphiques je dirais un petit peu plus entre gamme, où le jeu avait un petit peu plus de mal. Donc ici on voit qu'augmenter vers de la RAM plus rapide, c'est très bénéfique pour ce jeu-là. Alors après on a aussi d'autres jeux où ça change pas grand-chose, comme sur Dead Space par exemple, où on a des performances quasiment identiques, et dans la plupart des autres jeux, on a un gain de performance avec de la RAM plus rapide, mais c'est pas non plus absolument démentiel. Après l'autre truc intéressant à observer quand on regarde ce graphique ici, c'est qu'on est sur 12 jeux de 2023, des jeux plus ou moins lourds, mais bon ce sont tous des AAA, il y en a des plus lourds que d'autres, mais ce qu'on peut noter c'est que malgré tout, même dans les jeux les plus légers, il n'y en a aucun qui tourne à 60 FPS de moyenne. On est toujours en dessous des 60 avec le 8700G dans tous ces jeux-là. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments dans le jeu où on est au-dessus des 60 FPS, mais c'est juste qu'en moyenne, on est quand même plus souvent en dessous qu'au-dessus. Donc pour des jeux qui sont sortis en 2023 et pour les jeux futurs, c'est vrai que le 8700G est déjà fortement limité au niveau de ses performances. On est plus sur quelque chose qui a un petit peu de mal à sortir du 30 FPS constant. Les 60 FPS, la plupart du temps, on peut s'asseoir dessus pour les jeux récents. Du coup, j'ai également fait les tests avec le FSR en mode Quality, et ce qu'on peut observer ici, alors c'est que oui, on a quand même gagné pas mal en performance, et on vient taper les 60 FPS dans les jeux les moins gourmands. Mais c'est vrai que pour la plupart des jeux, malgré tout, on reste toujours sous la barre des 60, on se maintient plus aux alentours des 40, 45, 50, que des 30 quand on était en natif. Ça reste plutôt faiblard, mais c'est un petit peu plus exploitable. Et il y a des jeux où c'est clairement plus intéressant de jouer comme ça qu'en natif 1080p. Mais c'est vrai que malgré tout, ça reste des performances plutôt faibles. Alors j'ai également fait des tests dans d'autres jeux moins gourmands pour voir ce que ça donnait avec le 8700G. Là j'ai utilisé de la DDR5 7200, j'ai pas fait le test avec la 6000. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des jeux où ça se passe plutôt pas mal. Sur Apex Legends en mode medium, on est à plus de 115 FPS de moyenne. Battlefield 2042, on est aux alentours des 60. Sur Call of Duty Modern Warfare 2, on est à 135 FPS de moyenne, c'est plutôt ok. CS2 en mode compétitif, on est à 105 FPS. Diablo 4, par contre, c'est vrai qu'en détail bas, uniquement 59 FPS, c'est quand même relativement bas. Final Fantasy XIV, 80 FPS de moyenne, c'est vrai qu'au niveau des 1%, c'est assez bas à 44. Pour Fortnite, en mode DirectX 11 performance, qui est vraiment le ras des pâquerettes comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau visuel, on tourne aux alentours des 165 FPS. Ce qui est très jouable. Overwatch 2 en détail bas, 144 FPS, et World of Warcraft en setting 5, 166. Donc c'est vrai que pour les jeux compétitifs, ça peut être utilisable. Après, ce ne sera pas la meilleure expérience possible, puisqu'au niveau des 1%, au niveau de la stabilité des FPS, comme on l'a vu pendant les tests, il y a des moments où l'APU galère un petit peu, et on a des chutes de FPS un petit peu plus régulières qu'avec une carte graphique dédiée. Mais si pour du jeu compétitif, on sait se contenter du 1080p 60 FPS, peu importe les détails affichés, c'est utilisable. Après, ce ne sera pas la meilleure expérience possible, mais on peut faire avec. Alors j'avais aussi fait des retests de la 1060, de la RX 580 et tout ça avec des processeurs plus ou moins récents aussi. C'est intéressant du coup de comparer avec un 8700G. Dans l'ensemble, ce qu'on peut noter, c'est qu'en 1080p détail bas, au final, c'est plutôt comparable. Alors il y a des jeux où le 8700G est devant, même si c'est très rare, et on a des jeux où la GTX 1060 est quand même un bon cran au-dessus, comme sur Resident Evil 4 par exemple. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'au niveau de la stabilité des FPS, le 8700G est souvent un petit cran au-dessus, mais ça c'est principalement à cause de l'i7 4770, qui est moins puissant côté processeur que le 8700G.
Si j'avais couplé la 1060 avec le 8700G, on aurait eu de meilleures performances, enfin des performances plus stables pour la 1060 aussi. Ça aurait été un petit peu plus comparable au niveau des 1%. Mais bon, ce qui est important de retenir ici, c'est que grosso modo, le 8700G, ça reste un petit cran en dessous d'une GTX 1060, même si on n'est pas très loin derrière, et il y a quelques jeux où le 8700G sera devant, mais au global, je pense qu'en moyenne, on reste un petit cran derrière. Et c'est vrai que si on regarde ce qui se passe du côté du récap des performances en 1080p détail bas, entre les différentes configs par rapport à la 1060, on voit que le 8700G avec la RAM à 7200 mégatransfert est vraiment très proche de la GTX 1060. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que quand on active le FSR en mode Quality, comme on peut le voir à droite ici, et bien là on arrive quasiment au même niveau de performance entre le 8700G et la GTX 1060. Donc ça veut dire aussi qu'au niveau du scaling, plus on va augmenter au niveau des détails et de la résolution, plus la GTX 1060 va prendre l'avantage, puisqu'on sollicite de plus en plus la partie mémoire, et comme le 1700G n'a pas de mémoire dédiée, la 1060 prend l'avantage ici. Ce qui veut dire que si par exemple on faisait les tests en 1080p médium, la 1060 aurait probablement un avantage un petit peu plus marqué. Petit détour ensuite du côté de la consommation et des températures. Alors ce qu'on peut noter ici, c'est qu'au niveau des températures, on tourne aux alentours des 53 degrés. En utilisation gaming, ce qui est plutôt correct, on est en dessous des 60, il n'y a rien qui va mal. On a beaucoup de marge ici. Et au niveau de la consommation moyenne en gaming, comme on peut le voir ici, le 8700G, quand on utilise la partie graphique et le processeur en même temps, on tourne aux alentours des 86 watts de consommation, ce qui est vraiment très bas. Puisque évidemment, si on couplait le processeur avec une GTX 1060 par exemple, on aurait une consommation bien plus élevée dans l'ensemble. Donc d'un pur point de vue performance énergétique, c'est vrai que la l'APU a cet avantage. Au niveau de la consommation, on peut s'en sortir avec une toute petite alim. Donc bref, que penser de ce Ryzen 8700G? Alors, d'un pur point de vue performance en jeu, on est grosso modo au même niveau de performance qu'une GTX 1060 6Go, qui était un GPU sorti à 280 € il y a 8 ans. Et comme on l'a vu, c'est déjà très limite dans la plupart des jeux récents pour jouer en 1080p, même en détail bas. D'un pur point de vue pragmatique, le package complet du 8700G, c'est donc une GTX 1060 avec un processeur qui se situe quelque part entre les 7600 et 7700X selon les tâches pour un tarif de 370 €, tarif officiel de lancement. Et c'est vrai que si on regarde l'équilibre carte graphique processeur, ici ça va pas du tout, puisqu'on a une carte graphique vraiment très faiblarde par rapport au processeur qui l'accompagne. Alors certes, c'est pas le meilleur processeur possible pour le gaming, mais c'est un niveau de performance relativement respectable. On pourrait mettre une carte graphique bien plus performante ici, on est clairement en train de bottleneck le processeur avec la partie graphique intégrée. Et d'un point de vue performance-prix, pour du gaming, c'est vraiment mauvais aussi, puisque si on prend pour exemple le combo i3 13100F et RX 6600 que j'ai retesté dernièrement, en 1080p médium en face du 8700G, c'est un carnage total dans la plupart des jeux, c'est un x2 avec parfois pas loin d'un x3, et en moyenne on est sur quasi 140% de performance en plus. Et si on change le 13100 par un 12100F, parce que c'est quasiment pareil et moins cher, un 12100F à 100 € plus une RX 6600, voire même une 6650 XT actuellement à 250 €, ça nous fait 350 € pour un combo encore plus performant d'environ 20% par rapport au 13100 plus 6600 que j'ai testé ici. Il n'y a vraiment aucun match au niveau du performance-prix. Alors oui, la partie processeur du 8700G est plus performante en applicatif que le 12100F, mais pour du gaming, pour un tarif similaire, on est clairement sur un autre monde. Et ça, c'est sans même prendre en compte le coût de la plateforme, puisque même en tirant le plus possible sur le prix actuellement, une carte mère en B650M plus de la DDR5 à 6000 mégatransfert C36, qui est plus lente que les deux kits du test que j'ai fait aujourd'hui, avec en face un 12100F plus 6650 XT avec une carte mère en B760M et DDR4, on se retrouve à environ 530 € contre 630 €. Et ça veut dire qu'on a une plateforme plus de 2 fois plus performante en gaming pour 100 € de moins. On pourrait du coup même passer sur un i5 13400F qui serait pas si loin que ça en applicatif, et avec un GPU largement plus performant au final, pour le même prix que la config avec le 8700G. On peut retourner ça dans tous les sens, pour du gaming brut, le 8700G ne fait absolument aucun sens au tarif actuel. Le seul avantage de celui-ci, c'est son format et sa consommation, puisque oui, si on veut faire un mini PC qui consomme moins de 150 watts à la prise, alors clairement, c'est l'APU le plus performant actuellement sur PC. Et avec ce niveau de performance, on fait tourner la grande majorité des jeux PC sortis jusqu'ici, avec beaucoup de concessions pour les jeux récents, mais on peut les faire tourner quand même. Alors, malgré tout, est-ce que c'est vraiment raisonnable vu le tarif demandé? Perso, je trouve pas.
Après, chacun voit selon ses besoins, hein, mais je trouve que le tarif de 370 € est beaucoup trop élevé ici vu les prestations. Mais comme AMD est tout seul sur ce segment-là, bah, ils le font payer au prix fort, ce qui n'est pas vraiment hyper surprenant, hein, vu qu'Intel ne propose rien de comparable jusqu'ici. Alors AMD avait aussi mis beaucoup en avant la FMF dernièrement pour la présentation du 8700G, alors personnellement, dans tous les jeux du test, je vois pas trop quand j'irai l'activer, hein, puisque dans les jeux récents, aucun n'est capable de fournir du 60 fps constant en 1080p détail bas, avec du FSR2 Quality. Quelques-uns y arrivent, mais comme on l'a vu dans les vidéos, le framerate n'est pas souvent non plus hyper stable dans les jeux récents principalement, ce qui rendrait l'utilisation de la FMF pas franchement agréable. Et pour les jeux compétitifs, encore une fois, alors la FMF, comme tout autre type de framegen, ça n'a pas de sens, vu que l'on augmente la latence, ça n'a absolument aucun intérêt sur ce type de jeu, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors peut-être que pour certains AAA plus anciens, la FMF ça doit être jouable, mais l'intérêt reste quand même hyper limité. Comme d'habitude, on retrouve les mêmes problèmes, je dirais, du frame generation, c'est que ça ne permet pas, par exemple, de faire passer les jeux de 30 à 60 fps de manière convenable. Graphiquement parlant, c'est pas agréable au niveau visuel, et au niveau du temps de réponse, c'est pas terrible non plus. Vu que l'APU lui-même est pas vraiment capable de faire beaucoup plus que 30 fps dans la plupart des jeux récents, l'intérêt de la FMF ici est quand même plutôt limité. Mais bon, c'est présent dans les drivers, c'est activable si on a envie de l'activer, si le rendu vous plaît dans un jeu ou un autre pour telle ou telle raison, il est là, et c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve que l'intérêt est assez limité à l'heure actuelle avec ce type de produit. Et un des autres points potentiellement intéressants avec le 8700G, c'est que comme on est sur du RDNA 3, on retrouve l'encodeur Heavy-One d'AMD directement sur le processeur. Alors ça peut avoir son intérêt, mais si c'est la seule feature que l'on cherche, je dirais, autant partir sur les modèles les moins chers, comme le 8500G, si on veut faire un PC de stream miniature par exemple, puisque sinon, autant prendre un GPU qui le supporte directement. On trouve des A390 Intel low profile pour environ 150 balles, qui feront le boulot, même dans un tout petit PC. Donc, même pour ce type d'utilisation assez niche, il faut là aussi vraiment avoir besoin du format pour que ça ait un intérêt. Ce qui au final cantonne le 8700G à un usage et marché de niche, tant que son prix est aussi élevé, puisque pour la plupart des utilisateurs, en l'état, cette APU n'a pas vraiment de sens. Alors après, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est qu'est-ce que pourrait faire AMD, je dirais, pour pallier au manque de RAM dédié pour les APU, vu que c'est ça leur plus grande faiblesse. Alors de la mémoire dédiée sur la carte mère, personnellement j'y crois pas trop, puisque ça voudrait dire des cartes mères spécifiques, encore plus chères à produire, et ce serait un pari un petit peu trop risqué pour la plupart des fabricants, je pense. Du 3D cache sur la partie graphique, alors ça pourrait être intéressant, pour pallier au manque, je dirais, de RAM dédié, mais là aussi, est-ce qu'AMD prendra le risque de faire ça pour un marché si niche, et est-ce que ça apporte vraiment autant de performance que ça? Bon, pour le moment, on n'en sait rien, vu que ça n'existe pas, même si je pense que ça ne pourrait qu'être bénéfique pour un APU d'avoir du cache, au moins pour pallier un petit peu en partie au manque de RAM dédié. Mais bon, personnellement, j'ai quand même un petit peu de mal à penser qu'on verra des APU similaires à ceux qu'on retrouve sur les consoles par exemple, mais les faire sur PC, tout simplement parce que les constructeurs n'y croient pas trop, ce que je peux comprendre. C'est un format différent qui au final ne coûterait pas forcément beaucoup moins cher qu'un combo processeur plus carte graphique, voire même plus cher, et ça aurait en plus de ça beaucoup de limitations pour les upgrades futurs par exemple. C'est un pari qui reste assez risqué. D'un autre côté, on voit aussi que les mini PC type Steam Deck sont en plein essor, et quelque part, je trouve qu'ils diminuent encore plus l'intérêt des petits APU comme le 8700G pour PC de bureau. Le Steam Deck, le moins cher, il coûte environ 50 balles de plus que le 8700G, et on a un système complet, pas juste un processeur, même si oui, le 8700G est plus performant, mais quand même, quand on regarde les deux options l'une en face de l'autre, ça fait quand même assez cher pour le processeur tout seul. Bon bref, j'avoue que comme souvent les APU ça me laisse un petit peu perplexe, j'ai toujours du mal à voir comment ça pourrait s'imposer pour les PC grand public, puisqu'à chaque fois on est sur un niveau de performance insuffisant pour les jeux actuels, et on a l'impression qu'ils ont toujours au moins une génération de retard. Et si on avait eu par exemple les performances de la partie graphique du 8700G au moment de la sortie du 5700G pendant la pénurie, ça aurait été très bien, ça aurait pu dépanner vraiment beaucoup de monde à l'époque, mais quasiment 3 ans plus tard, c'est plus vraiment adapté aux jeux actuels. Donc bref, c'est vrai que le produit en lui-même pourrait avoir un intérêt, surtout si le tarif était un petit peu moins élevé, puisque si on a besoin, je dirais, d'un truc tout en un pour un mini PC vraiment tout petit, sans aucune carte graphique, avec une toute petite alim et tout ça, ça répond à cet usage-là, mais c'est quand même un usage très très niche, puisque bon, si on veut avoir un PC à peine plus grand, on peut faire du mini TX avec quelque chose de beaucoup plus performant pour le même prix, voire moins cher, et beaucoup plus performant. Donc c'est vraiment ici une histoire de format, plus qu'autre chose. Et c'est vrai que, comme je viens de le dire,
pour un tarif à peu près similaire, je préfère encore acheter un Steam Deck plutôt qu'un 8700G, puisque pour jouer en 720p, certes, le Steam Deck est moins puissant, mais il a aussi beaucoup d'autres avantages que n'a pas le 8700G, puisque bon, le Steam Deck, c'est un produit complet, le 8700G, il faut encore acheter tout ce qui reste autour. Et puis, ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui pour le 8700G, alors comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé et que vous voulez soutenir la chaîne, il y a les machins de YouTube, et évidemment la page Ko-fi, si vous voulez me soutenir directement, et comme d'habitude, un grand merci à tous les membres pour votre soutien, et puis sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!